Vous êtes bien sur Sud Radio, on a encore une demi-heure à passer ensemble, les dernières. Allez, faites un petit effort, une demi-heure de direct pour discuter notamment d'une montée inquiétante qu'on peut voir en France, bien sûr, concernant la montée de l'antisémitisme. Je le disais juste avant la pub, que ce soit du côté des compagnies aériennes, que ce soit du côté de Sciences Po, qui a la bonne idée d'accueillir des étudiantes qui glorifiaient Hitler. On a fait mieux dans le choix du recrutement, ça c'est sûr. Et puis beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux de jeunes personnes qui sont parfois refoulées à l'entrée d'un café. C'était ce qui s'est passé du côté de Marie Saint-Filtre, qui l'a dénoncé publiquement parce qu'elle en avait les moyens. Mais ce qui se passe du côté de la Belgique est beaucoup plus inquiétant. Bonjour Raphaël Mselem. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant et vous avez livré il y a quelque temps une enquête très remarquée dans la revue K. Vous vous êtes intéressé sur le cas et l'exemple, hélas, de l'antisémitisme en Belgique. Avant qu'on rentre du détail de cette enquête qui est, je le disais, disponible sur le site de la revue K, racontez-nous pourquoi subitement, parce qu'on n'y pense pas forcément, antisémitisme Belgique, comment vous avez eu envie de vous intéresser à ce cas-là? D'abord, la revue K a une problématique générale sur la question de l'antisémitisme en Europe, avec un sujet qui est très simple, c'est que il y a un siècle, 90% des Juifs vivaient en Europe. Aujourd'hui, si vous enlevez évidemment la Shoah, ils sont de 7 à 9%. Et donc le sujet très clair qui se pose en Europe, et donc le sujet très clair qui se pose à chaque fois pour la revue K, c'est de savoir est-ce que dans 20 ou 30 ans, il existera un judaïsme qui, sans vouloir reprendre un mot d'auteur, sera autre que résiduel. Et donc on s'est intéressé à cette question, on va en reparler de M. Brusselmans, parce qu'il nous a semblé extrêmement symptomatique, pas tellement d'un antisémitisme virulent, puisque au fond c'est une chronique qui est publiée dans un journal, mais d'une indifférence radicale, à la fois médiatique, politique, institutionnelle, à l'égard de l'antisémitisme. Et donc on a essayé de comprendre sur le terrain comment est-ce que c'était possible. Racontez-nous les détails de votre enquête avant, une fois de plus, qu'on rentre dans le détail de tous les exemples parfois très 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 inquiétants qui se produisent dans un voisin quand même qui est à côté d'une autre, d'un pays qui est à côté d'une autre. Combien de temps vous avez pu y passer? Est-ce que vous n'avez pas été gêné au moment de faire cette enquête, où vous avez quand même reçu quelques pressions en disant t'es mignon mon coco, tu vas lancer l'antisémitisme belge là où il est? Je voudrais faire du sensationnalisme que je ne voudrais pas. J'ai notamment dans mon enquête rencontré un des acteurs majeurs de cette affaire qui est UNIA, qui est donc l'institution interfédérale de lutte contre les discriminations et qui a un rôle, on en reparlera, qui a été très contesté notamment parce que M. Brusselmans a tenu des propos antisémites et l'UNIA qui a priori a pour mission de les poursuivre en justice, a décidé de ne pas le faire. Eh bien, je dois reconnaître que M. Charlier, qui est le directeur d'UNIA, m'a reçu pendant 2 heures et m'a répondu très ouvertement, y compris aux questions les plus gênantes, les plus embarrassantes pour lui. Donc non, l'enquête s'est très bien passée. Elle a mêlé à la fois des appels à distance et puis une enquête sur place qui a duré 4 jours. Une enquête sur place, et on le voit, est-ce que c'est aussi dramatique que ce que vous rendez compte, mine de rien, à travers le papier, ou est-ce que c'est juste une focale, on va dire, qui est précisément sur un domaine, parce que on a l'impression que, littéralement, l'antisémitisme a percé toutes les couches de la société. Et vous avez utilisé un mot qui est le mot indifférence. Est-ce qu'on en est vraiment à un stade où aujourd'hui la société belge est indifférente à l'antisémitisme, même le plus crasse? Écoutez, je crois qu'il y a une étude en la matière qui est extrêmement parlante et que je cite notamment dans le papier, qui est le sondage IFOP publié par l'Institut Jonatas, qui est un institut belge qui s'intéresse aux questions d'antisémitisme. Ce sondage, grosso modo, c'est l'équivalent français de ce que fait la Fondapol et AJC, à savoir une radiographie de l'antisémitisme. Et sincèrement, les chiffres qu'on peut observer sur la porosité, l'adhésion à certains clichés antisémites, du type les Juifs ont trop de pouvoir, sont trop solidaires, sont des cosmopolites, sont allégeance à Israël, etc., etc., atteignent des records. On parle de plus d'un tiers des Belges qui adhèrent à différents stéréotypes antisémites. Donc oui, il y a une société belge qui est de plus en plus poreuse et qui l'est à tous les niveaux. Puisque cette étude montre que l'antisémitisme en Belgique, d'ailleurs de façon assez équivalente en France, elle atteint à la fois la gauche, la droite et une partie de l'immigration post-coloniale. Sauf qu'en Belgique, ça a des proportions qui sont bien plus graves. Et l'indifférence
à l'affaire Brusselmans me semble tout à fait symptomatique de ce phénomène qui est en train de s'aggraver en Belgique. Vous, ça fait plusieurs fois que vous le citez, donc on va commencer à rentrer, on va dire, au cœur de cette enquête. C'est l'écrivain Herman Brusselmans. Expliquez-nous un peu pourquoi vous avez eu envie de s'y intéresser, parce que vous le disiez, il a un moment, on va dire, il a une chronique dans un journal, mais il y a une chronique quand même qui a posé plus que problème, et c'est quand vous tirez le fil de cette chronique, vous voyez en réalité toute une série de dysfonctionnements abominables et on va dire de dieux qui ont décidé de se fermer sur ce phénomène. L'affaire Brusselmans, je dirais que c'est l'affaire d'une évidence qui n'en est pas une. Monsieur Brusselmans, c'est donc un humoriste, chroniqueur flamand, plutôt de premier plan. Il est connu dans le monde flamand. Il a une chronique dans un journal qui s'appelle Humo, pour le situer pour vos auditeurs, c'est un petit peu l'équivalent belge de Télérama. Et il a une chronique dans laquelle il parle un peu de tout ce qu'il veut, et notamment une chronique qui est donc publiée le 4 août 2024, dans laquelle il s'intéresse à des images qu'il a vues sur le déroulé de la guerre à Gaza. Et il raconte qu'en voyant ces images, il s'est identifié, il est devenu tellement en colère face à une situation qui est objectivement dramatique, et il est devenu tellement en colère, dit-il, qu'il a eu envie de prendre un couteau pointu et de l'enfoncer dans la gorge de chaque juif qu'il rencontre. Donc, on a ça, un propos, il écrit et c'est publié, on est d'accord. Il écrit noir sur blanc, c'est publié, et évidemment a choqué la communauté juive à la fois francophone et flamande. Pourquoi c'est l'affaire d'une évidence qui, au fond, n'en est pas une ? Parce qu'en France, vous auriez ces propos qui seraient publiés, ce qui serait déjà quelque chose d'assez aberrant. Bah déjà, j'espère qu'ils ne seraient pas publiés. En fait, c'est ça, et c'est un élément que je souligne dans l'enquête, mais on en reparlera. Donc, on va y venir. Le fait que ces propos soient publiés, et au fond, qui ne choquent que la communauté juive. Vous n'avez pas de réaction politique, ni de la part des députés, ni de la part de ministres, ni de la part de responsables politiques de premier plan, et vous n'avez pas non plus de réaction médiatique. Alors, qui s'explique, j'ai rencontré le rédacteur en chef de La Libre Bruxelles, qui est un des principaux quotidiens de presse nationale de Belgique, et qui m'expliquait notamment qu'il y a effectivement 2 espaces hermétiques au niveau des médias. C'est-à-dire que les francophones ne sont globalement pas au courant de ce qui se passe dans le côté flamand. Et inversement. Et inversement. Donc ça explique le silence médiatique, c'est-à-dire que cet auteur qui est très connu côté flamand ne l'est pas du tout côté francophone. Déjà pas de problème du côté flamand, soit est quand même considérable déjà. Et c'est là où on peut rentrer dans le détail. Les différents acteurs que j'ai rencontrés, qui sont à la fois des acteurs associatifs, des acteurs de lutte antiraciste, des acteurs médiatiques, tous se sont mis d'accord pour me dire que un trait caractéristique du monde culturel flamand, c'est qu'ils ont un rapport à l'expression borderline, à l'humour noir, qui est beaucoup plus décomplexé. Et qui va notamment infiltrer notamment les médias. On m'a parlé d'émissions de divertissement, on voit des gens nus, il faut deviner qui c'est en touchant leur partie, enfin des choses un petit peu bizarres. Mais ça passe notamment parce qu'on a Patrick Sébastien, vous voyez, c'est comme ça. À un niveau un peu moindre, voilà. L'équivalent français, c'est par exemple le carnaval d'Alost, qui est un carnaval qui a vu des blackface, des caricatures antisémites défiler sans que ça choque absolument personne. Donc non seulement il y a un rapport beaucoup plus borderline à l'expression de façon générale, mais aussi un rapport notamment à l'extrême droite qui est beaucoup plus décomplexé. Le monde flamand donc en réalité c'est quoi? C'est une radicalité en Belgique qui est totalement classique, c'est ça? C'est-à-dire qu'on ne doit même plus s'en indigner dans en le réalité. monde flamand. Dans le monde flamand, j'entends. Dans le monde flamand, c'est beaucoup plus exprimé dans le monde flamand. Curseur, que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, du racisme à l'antisémitisme, la dénonciation par l'humour noir est tellement décisif en réalité, est tellement poussé que ça ne choque même plus. Absolument. Donc on en arrive à cette situation. On peut avoir un chroniqueur de premier plan qui publie un texte dans lequel il dit « Je veux prendre un couteau pointu, l'enfoncer dans la gorge de chaque juif », et que ça n'émeuve visiblement personne. Et ce qui est aussi sidérant quand on poursuit cette enquête, c'est qu'on a l'impression que ça, c'est l'exemple type pour se poser la question de savoir si réellement la Belgique n'est pas en train de devenir un petit laboratoire pour l'antisémitisme. Parce que en réalité, vous décrivez tout ce qu'on craint un jour de voir en France. Et on en voit parfois des petits extraits ici et là. C'est-à-dire que des propos gravissimes, pas de condamnation, pas de réaction politique, des excuses de la liberté d'expression. C'est exactement ce qu'on entend ici en France. Alors, je voudrais pas reprendre encore une fois un mot d'auteur, mais je vais faire du en même temps.
C'est-à-dire qu'il y a à la fois des déterminants belges à cette affaire qui, à mon sens, ne sont pas reproductibles en France, et en même temps des éléments qui, comme vous le soulignez, pour le coup, sont transversaux. Les éléments qui sont spécifiques à la Belgique, je viens d'en évoquer un, c'est la question du rapport médiatique à la liberté d'expression. Un autre élément... Qui serait quoi ? Qui serait moins développé qu'en France, beaucoup plus fort qu'en France ? Exemple concret. En France, on est quand même un pays où la liberté d'expression, c'est pas ce qui nous dérange le plus. C'est pas ce qui nous dérange le plus, mais typiquement quand j'ai rencontré donc Monsieur Dorian de Meus, qui est le rédacteur en chef de la Libre Belgique, il m'expliquait que un texte comme ça n'aurait jamais passé le filtre de la rédaction. Jamais. Alors qu'en Belgique, c'est beaucoup plus normal. Et d'ailleurs, la réaction du mot a posteriori, elle est plutôt timide. Donc, il y a un déterminant local qui est lié au traitement médiatique de la liberté d'expression dans le monde flamand. Un autre élément, c'est le rapport de la loi à la liberté d'expression et à la condamnation du racisme. Je vais donner un exemple concret. En France, vous ne pouvez pas dire sale juif. Parce que d'emblée, c'est de l'expression de la haine. Oui, mais ça ne l'est pas en Belgique. Pourquoi ? Parce que leur législation antiraciste implique un critère qu'on appelle le dol spécial, qui consiste à dire que pour condamner une expression haineuse, il faut démontrer qu'il y ait une intention à inciter les autres à la haine. Donc ça explique en partie ce qui s'est passé avec Bruxelles-Mens, mais pas que, parce que pour le coup, vous avez par exemple une jurisprudence il y a plusieurs années où la Belgique avait condamné Dieudonné en expliquant que la satire ne pouvait pas être une excuse à l'expression de la haine. Donc il y a effectivement des éléments locaux qui, à mon sens, ne sont pas reproductibles. En revanche, oui, il y a aussi des éléments transversaux. Et il faut être très clair sur le fait que en Belgique, on a l'impression que c'est les mêmes problèmes qu'en France, mais en exacerbé. C'est-à-dire que vous avez un antisémitisme d'extrême droite traditionnel très installé, un antisémitisme lié à l'antisionisme, à la question palestinienne, qui est beaucoup plus développé, et un antisémitisme d'une immigration postcoloniale qui, de la même façon, est extrêmement développé. Et je pense que ça explique pour partie le fait qu'il y a eu un silence politique total à propos de cette affaire Bruxelles-Mens. Par exemple, moi, j'ai repéré 2 réactions politiques. Une de Madame Tentelbaum, qui est une sénatrice de centre-droit, historiquement ancrée dans la lutte contre l'antisémitisme, et un monsieur député du Parti socialiste belge. Ce député a pu confronter la ministre qui s'occupe de ces questions en commission. La timidité de la réponse de cette ministre qui est dans une forme de condamnation morale, mais qui visiblement n'a pas envie de toucher à la législation, elle est patente, là encore. Et me semble-t-il que... J'en viens au sujet de fond. Le cœur du réacteur de l'antisémitisme aujourd'hui est extrêmement lié au recyclage d'une certaine rhétorique liée à l'antisionisme, qui grosso modo consiste à substituer la figure du juif. En réalité, tout ce qui peut permettre d'attaquer Israël, on a le droit, et c'est ça qui permet d'avoir derrière un fond antisémite. C'est plus subtil que ça. Il y a une substitution entre la figure du juif et la figure du sioniste. On ne dit plus sale juif, on dit plus sale sioniste, et ça permet d'avoir une sorte de tranquillité d'esprit quand on le prononce. De légitimité morale pour attaquer les juifs qui sont préoccupés par la question de l'antisémitisme. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. J'ai beaucoup traité, bien avant le 7 octobre, la question de l'antisémitisme au sein de la France insoumise. Sur des sujets qui ne sont fondamentalement, qui ne sont fondamentalement pas liés à la question israélienne. Je vous donne des exemples concrets. Lorsque M. Mélenchon parle par exemple des compatriotes de Jésus qui l'ont mis sur la croix, c'est le recyclage du mythe des Juifs déicides qui a tant fait de mal en Europe. Ça n'a rien à voir avec la question d'Israël. Et c'était bien avant le 7 octobre. C'était bien avant le 7 octobre. Lorsque M. Guiraud parle des dragons célestes, qui est un trope antisémite connu sur Internet, ça n'a rien à voir avec la question israélienne. Lorsque Mme Obono dit qu'elle ne sait pas si Mme Boutelja est antisémite lorsqu'elle affirme, je cite... Et qu'à ce micro, elle a affirmé que le Hamas était notamment un mouvement de résistance. Voilà, entre autres, mais qui a dit aussi qu'elle ne sait pas si Mme Boutelja est antisémite lorsqu'elle affirme que les Juifs sont les boucliers, les tirailleurs de la politique impérialiste et islamophobe française. Lorsque Madame Hassan traite le CRIF comme donneur d'ordre du Quai d'Orsay. Bref, je pourrais multiplier les exemples qui n'ont rien à voir avec la question israélienne et que de toute bonne foi, vous les mettez dans le débat public en soulignant leur caractère problématique et que derrière, de façon systématique, je l'ai vécu depuis le 7 octobre, on vous traite de fascistes, sionistes, génocidaires, alors que vous ne prenez pas position sur le sujet israélien, eh bien, c'est un exemple concret de comment la figure du juif
est substituée par celle du sioniste et donne une sorte de légitimité morale pour attaquer les juifs, puisqu'on ne les attaque pas au nom de leur judéité, mais au nom d'un antifascisme. On poursuit cette conversation, Raphaël Emsalem, et vous restez avec nous pour cette enquête assez sidérante que vous avez publiée dans la revue K sur l'antisémitisme en Belgique, qui est devenu, on peut le dire, totalement monnaie courante. Et on va ensuite se poser la question un peu cruelle à poser, mais est-ce que la France peut se transformer petit à petit en Belgique, c'est-à-dire en pays qui considère que l'antisémitisme est en effet quelque chose avec lequel on va devoir composer? On peut se poser la question quand on voit les dernières actualités. On revient dans un instant avec sur Sud Radio. À tout de suite. Encore quelques minutes avant la fin de cette émission pour continuer à parler quand même de ce sujet qui est plus que très important, à savoir la montée de l'antisémitisme. C'est le cas en France, certes, mais on le voit de manière parfois beaucoup plus flagrante et de manière surtout beaucoup plus inquiétante du côté belge, et nous en discutons toujours avec Raphaël Emsalem. Merci d'être resté avec nous pour cette enquête que vous avez publiée dans la revue K, qui traite cette question profonde de l'antisémitisme, où on était en train de parler des raisons ici et là, des liens que pouvaient avoir certains partis en France avec l'antisémitisme. Mais dans vos derniers propos, quelque chose m'a interpellé. Vous parliez de l'antisémitisme plus traditionnel d'une certaine partie de l'échiquier politique, que ce soit de droite ou de gauche, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, cet antisémitisme qui soit traditionnel, et je le mets naturellement entre guillemets, c'est-à-dire qui puise ses racines dans une histoire politique, dans une histoire d'un pays, tout d'un coup, si vous voulez, s'immisce dans la société contemporaine? À quel point les racines deviennent totalement la norme? Parce que dans ce cas-là, en France, nous, on aurait la matière suffisante pour avoir les mêmes inquiétudes. C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a aujourd'hui des partis politiques qui appuient sur un terreau fertile à cela. Et j'insiste sur mon point, je pense que l'explosion de l'antisémitisme, quand est-ce qu'on l'a constaté? On l'a constaté dans les mois qui ont suivi le 7 octobre. Il y a donc aujourd'hui un catalyseur de l'antisémitisme violent qui passe par la question palestinienne, qui passe par la question de l'antisionisme. Et je m'insère dans les propos d'une universitaire qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui est Eva Illouz. Me semble-t-il qu'aujourd'hui, l'antisionisme est une façon morale de justifier l'antisémitisme, dans le sens non pas de la critique légitime et nécessaire du gouvernement d'Israël comme n'importe quel gouvernement, mais dans une diabolisation de la figure du juif à travers le sioniste. Il y a une moralisation de cette lutte parce que on lutte contre les sionistes au nom de la justice sociale, au nom de valeurs qui sont bonnes, et donc on lutte contre des fascistes. Au nom du bien. Au nom du bien. On ne lutte pas des juifs au nom de leur judéité, de leur religion, de leur pratique, de leur culture, de leur origine. On lutte contre des personnes qui sont des fascistes. Bon bah voilà, si vous avez la vertu qui est avec vous, je pense que ça justifie beaucoup de violence, et l'histoire politique en réalité c'est toujours la justification morale de la violence que vous voulez injecter dans la société. Avant que je puisse vous interroger sur potentiellement le décalage de ce qui se passe en Belgique jusque chez nous, en France, il y a aussi un rôle que vous décrivez très bien dans une des parties de votre enquête, c'est à quel point les institutions censées être reconnues comme étant les boucliers, justement, lorsque des cas comme ça arrivent, basculent dans une ambiguïté qui est tragique. Et vous évoquez le cas de l'UNIA, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment ce rôle-là a été ambigu au point justement de provoquer cette situation en Belgique? Alors, UNIA, c'est donc l'institution interfédérale belge de lutte contre les discriminations. Elle traite donc, entre autres, des questions d'antisémitisme. Sa compétence majeure, elle est à la fois en termes de formation, de discours public, de communication, et surtout, affaires de justice. C'est-à-dire qu'elle met en place des affaires judiciaires sur des affaires de discrimination, quelles qu'elles soient. Et donc, le rôle d'UNIA semblait tout trouver. Et d'ailleurs, les associations juives que j'ai rencontrées se sont tournées vers UNIA en espérant qu'UNIA allait intervenir, porter plainte et porter dans le débat public surtout cette affaire qui est grave. Au début, UNIA a porté plainte contre M. Brusselmans sur la base de propos qui sont jugés comme étant antisémites. Et puis, pour une raison qui au départ était assez obscure, UNIA s'est retirée de l'affaire. Et donc UNIA aujourd'hui, il y a des procédures qui sont toujours en cours par divers organismes juifs. Aujourd'hui, UNIA n'est plus partie à l'affaire. Ce qui est d'ailleurs terrible dans cette question de lutte contre l'antisémitisme, parce qu'en fait, on en fait une affaire des juifs. Ça ne devrait pas être une affaire des juifs, ça devrait être une affaire universelle, autant pour l'antisémitisme que pour d'autres formes de discrimination. Donc, UNIA s'est retirée, j'ai rencontré son directeur, qui m'a expliqué que le rôle d'UNIA était avant tout un rôle conçu comme étant légal. Et puisque la loi belge, je vous l'expliquais, ne permet pas de lutter contre des propos haineux, mais qu'il y a ce critère de dol spécial où il faut démontrer une intention spécifique à inciter à la haine et qu'on ne le retrouvait pas chez Brusselmans,
eh bien, ils ont décidé de ne pas porter plainte. Mais c'est là où, pardon, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous avez un auteur qui publie dans un média de premier plan les propos suivants « Je veux prendre un couteau et l'enfoncer dans la gorge de chaque juif », et que vous estimez qu'il n'y a pas d'incitation à la haine, mais où est-ce qu'on va la trouver? Et donc, je l'ai rencontré, je l'ai confronté à cela, et en fait, j'ai découvert qu'il y avait un passif au niveau d'Unia et de son rapport à l'antisémitisme. Je vous parlais tout à l'heure du carnaval d'Alost, dans lequel, à plusieurs reprises, vous avez eu des caricatures antisémites qui ont été diffusées à base d'argent. Sans réaction. Alors, avec une forme de légère condamnation morale, mais à chaque fois, Unia n'a pas porté plainte en arguant. Grosse tolérance. Voilà, grosse tolérance, en arguant toujours cette question du dol spécial. Sauf que, ils ont malgré tout essayer de créer une dynamique locale, c'est-à-dire qu'ils ont pris les organisateurs du carnaval d'Alost au bout de plusieurs éditions où ça a été toléré. Ils ont été faire rencontrer les acteurs juifs locaux, ils ont essayé de les sensibiliser. L'année d'après, ça a repris. Donc ça signifie qu'en fait, l'excuse d'Unia, qui est de dire nous, on s'en tient qu'au légal, eh bien en fait c'est faux puisqu'ils font des actions qui visiblement sont hors de tout cadre légal. Dernière question, Raphaël Mselem, c'est la question évidemment que tout le monde se pose quand on lit notamment cette enquête. À quel point aujourd'hui la France peut devenir une petite Belgique sur cette question de l'antisémitisme? Je pense qu'elle peut l'être, non pas en termes institutionnels. Me semble-t-il que les institutions françaises sont extrêmement alertes sur les questions d'antisémitisme. Alors, au-delà de l'affaire de cette Palestinienne qui effectivement a passé le filtre et visiblement n'aurait jamais dû être acceptée ni à Sciences Po ni sur le sol français. Mais au-delà de ça, il faut dire que les institutions françaises ont toujours été présentes et je ne vois pas de signe qui montrent qu'elles ne le seraient plus. En revanche, en termes d'acclimatation à la violence, et vous avez cité les cas, c'est des cas comme Marie Saint-Filtre, comme les enfants dans le vol de Vueling, mais c'est aussi des rabbins qui sont agressés, des gens qui sont harcelés sur Internet, des juifs qui changent leur nom dans les trajets Uber pour pas qu'on découvre qu'ils sont juifs. Bref, cette acclimatation à la violence, je ne sais pas si elle est aussi grave qu'en antisémitisme, mais je pense qu'elle est déjà là. Et moi qui me sens... Il faut être donc extrêmement vigilant. Extrêmement vigilant, et j'en suis d'autant plus peiné que, je ne devrais pas le préciser, mais je me sens extrêmement français, je suis extrêmement bien en France, j'adore sa culture littéraire et historique, mais j'ai une sorte d'instinct qui remonte parfois, où je me dis, mais est-ce que mes enfants, mes petits-enfants seront toujours là? Et c'est la question terrifiante à laquelle j'imagine beaucoup sont confrontés. Merci beaucoup Raphaël Mselem, journaliste indépendant, et c'est vous qui signez, je le rappelle, dans une enquête parue dans la revue K, cette enquête sur la montée de l'antisémitisme en Belgique, et c'est disponible sur le site. Merci à tous.